Bonjour. Nous vivons la fin d'un monde, vous avez remarqué? En voilà quelques indices, vous le lisez comme moi. Les choses changent très vite. Nous sommes en train de quitter cette modernité qui a démarré il y a 550 ans maintenant. Nous sommes en train de la quitter. Et ça arrive tous les 550 ans, rien de neuf. Tous les 550 ans, on finit un paradigme. Et qui dit finir un monde, dit commencer un autre monde. Et voilà ce qui se passe. Voilà, merci. La courbe rouge que vous voyez là, c'est la fin du paradigme qui est né à la Renaissance et qui s'appelle la modernité. Et c'est le déclin. Elle est encore dominante aujourd'hui, cette vision du monde, mais elle se décline très vite. Et il y a une autre vision du monde, un nouveau paradigme qui est en train de monter, qui est représenté par cette courbe verte. Et vous voyez que ça se croise. Ça se croise à peu près maintenant. On est à peu près au croisement des deux grands paradigmes, avec évidemment, et de ce fait, une zone de grande turbulence qui est représentée par le cercle bleuâtre que vous voyez là, et qui durera encore quelques temps. Nous sommes donc à la croisée des chemins, et on m'a demandé aujourd'hui de voir ce que ça pouvait évoquer dans le monde du travail et ou de l'emploi, et de voir avec vous quelques pistes. Je ne suis pas spécialiste de l'emploi, je suis plus généraliste et vous allez avoir après moi des experts qui vont vous en parler bien mieux que moi. Je vais juste simplement lancer quelques pistes. Alors, une première piste importante sur ce petit trajet de lucidité que je vous propose, la première piste importante, c'est celle-ci. Il est extrêmement clair que tout ce qui pourra être robotisé sera robotisé, que tout ce qui pourra être algorithmisé sera algorithmisé. Donc ça ne sert à rien de se cacher derrière son doigt en disant pourvu que pas. Non, clairement, c'est le chemin, ce qui ne veut absolument pas dire qu'il faille rentrer dans le délire transhumaniste et de voir une guerre entre les robots et les êtres humains. C'est absolument pas de ça dont il s'agit. Il s'agit clairement de voir que les robots pourront faire mieux que nous un certain nombre de choses, mais nous pourrons faire des choses bien mieux que les robots dans toute une série de champs d'action. Et c'est là où le basculement va se faire. Le centre de gravité de l'activité humaine va se déplacer, laissant aux robots ce qu'ils feront mieux que nous. Donc voilà, première grande piste. Deuxième grande piste, c'est, de manière un peu provocante, la fin du salariat. Vous savez, c'était une victoire extraordinaire que d'installer la relation de salariat avec l'ère industrielle. C'était magnifique. Ça déprécarisait le travail ouvrier, ça permettait de donner une perspective temporelle. Donc il ne faut jamais cracher dans la soupe. En revanche, ce qui est relativement clair aujourd'hui, c'est que ce contrat d'emploi si cher à la nation française, c'est quelque chose qui va disparaître. Aujourd'hui, en gros, sur l'ensemble de l'Union européenne, 47% des gens qui travaillent ne sont pas dans un contrat d'emploi à durée indéterminée. 47%, ça ne fait que croître de l'ordre de 10 à 15% relatifs par an. Donc très clairement, le salariat va fondre. Moi, je pense que vers les années 2030-2035, le salariat pur et dur ne représentera plus que 15% de la population qui travaille. Donc, fin du salariat. Vous vous rendez compte que derrière cette petite phrase, il y a un travail juridique gigantesque. Tout le droit du travail en France est construit sur le contrat d'emploi salarié. Et que clairement, un bouleversement aussi important va impliquer une revue complète du droit du travail. Troisième piste, c'est le télétravail. J'aime pas ce mot-là, mais c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Donc le télétravail, c'est le travail à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un nombre croissant de gens vont travailler, pas forcément à partir de chez eux, mais à partir de près de chez eux. Essayez d'imaginer une chose simple. Ça nous pend au nez. Imaginez que le prix du pétrole fasse un x4 ou un x5, ce qui va arriver dans les quelques années qui viennent. Vous comprenez bien que ces millions de nafteurs qui font 1 heure de voiture aller, 1 heure de voiture retour, ne vont plus le faire. Évidemment, non.
Donc évidemment, on va se trouver dans un monde où le télétravail va se développer encore beaucoup plus vite qu'il ne se développe aujourd'hui. Alors télétravail, est-ce que ça veut dire travail à domicile nécessairement? La réponse est probablement non. C'est extrêmement difficile de travailler depuis son chez-soi. Parce qu'il y a les enfants qui sont là, parce qu'il y a tout ce qui est la vie domestique qui est alentour. Et il faut une énorme discipline pour quand même continuer à travailler professionnellement quand on est chez soi. En revanche, ce qui est en train de se développer très très vite un peu partout, ce sont des petits centres de travail de proximité. Donc si vous avez par exemple 10 employés qui habitent quelque part dans un rayon de 5, 6, 7 kilomètres, eh bien on peut créer un petit bureau pour eux et ils peuvent venir en vélo. Ce sera quand même beaucoup plus simple du point de vue embouteillage. Voilà, donc développement du télétravail, développement de toute l'économie de proximité de manière générale. On se déplacera de moins en moins. Ce qui veut dire comme conséquence, et je sais que je dois être prudent vu que je suis à Paris et que je vous parle de l'effondrement des grandes villes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très clairement que le travail ne sera plus dans les grandes villes. Il y aura d'autres choses qui se font dans les grandes villes, mais du point de vue de l'activité économique, elle ne se fera plus dans les grandes villes, ou de moins en moins en tout cas. Aujourd'hui, vous le savez probablement, il y a un déficit migratoire sur les grandes villes. Une ville comme Paris, il y a bien plus de gens qui partent que de gens qui arrivent pour y vivre. Et que ces gens qui partent, l'intérêt, c'est de savoir qui ils sont. C'est quoi leur profil et où vont-ils? En gros, c'est la tranche d'âge entre 30 et 45 ans. Ce sont des gens plutôt diplômés, plutôt de well-educated people, comme on dit en anglais. Et ce sont des gens qui vont où? Ils vont essentiellement sur la façade ouest de la France. Ils ne vont pas du tout à la campagne. Ils choisissent d'aller vivre dans les petites villes de province et ça va disons, de Rennes, Nantes, La Rochelle, ça descend jusqu'à Bordeaux et ça descend jusqu'à Toulouse. C'est surtout vers cette région-là que ça se déplace. Donc voilà. Une autre piste qui me paraît essentielle, c'est la notion de multi-activité. Pendant très très longtemps jusqu'à aujourd'hui, on a dit un individu égale un travail égale un contrat d'emploi égale un employeur. Évidemment, nous sommes dans un changement radical de perspective. Ce ne sera plus un emploi chez un employeur. Le salariat, on l'a dit, va fondre et de plus en plus, il va y avoir de gens qui vont faire plusieurs activités parallèles, certaines étant lucratives, certaines ne l'étant pas. C'est comment dirais-je, c'est un raisonnement curieux que j'entends souvent. Quand on parle de ça, on dit oui, ça veut dire qu'on va vers des activités précaires. On va faire un petit peu de tout, des choses éphémères, des choses pas très stables. Pas du tout. Pas du tout, et je vous propose une petite métaphore. Si vous regardez une entreprise et vous constatez que cette entreprise n'a qu'un seul client, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, oula, faiblesse, oula, danger, dépendance, aval colossal. C'est très exactement ça qu'est un employé aujourd'hui. C'est quelqu'un qui n'a qu'un seul client, à savoir son employeur. Et donc moi je crois qu'il est beaucoup plus précaire de n'avoir qu'un seul client que d'en avoir 10 ou 20 ou 30. Donc on est bien là dans un changement radical de perspective qu'il est intéressant, à mon avis, de méditer un peu. Alors, le point suivant, c'est un point qui, pour moi, est très important. C'est pour moi un mot-clé de l'activité économique de demain, aussi parce que robotisation, c'est le mot virtuosité. J'adore ce mot. Je crois que la virtuosité va être la vertu professionnelle numéro 1 de demain, déjà aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la virtuosité? Qu'est-ce que c'est un virtuose? Un virtuose, c'est quelqu'un qui fait avec aisance des choses extrêmement difficiles à faire que la plupart des autres ne savent pas faire. Est-ce que vous êtes OK avec cette définition? Quand vous voyez un virtuose instrumentiste, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise son instrument de manière extraordinaire et la plupart des autres sont incapables de faire ce qu'il fait. Et donc, si les autres ne savent pas faire ce qu'il fait parce qu'il est le seul à maîtriser la difficulté au meilleur niveau, ça veut dire à ce moment-là qu'il n'a plus du tout de problème d'activité.
il sera toujours demandé et il pourra demander le prix qu'il veut. Imaginez un monde où, moyennant préparation, on se trouve à un moment donné avec un cornet de commandes à vie, avec des clients qui ne discutent jamais les prix. Ça vous va? Ça vous dirait? Et vous allez dire, oui, Lévy, il commence à vieillir un peu, il déconne. Ça n'existe pas, ce truc-là. Ben si, ça existe. Ça s'appelle les compagnons du devoir. Un compagnon du devoir, quand il a fini son tour de France, pour la majorité d'entre eux, à tout le moins, ils ont un carnet de commandes à vie avec des clients qui ne discutent jamais les prix. Et en plus de ça, comme ils ont une éthique professionnelle remarquable, eh bien, ils fixent le prix au juste prix. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qui fait que les compagnons du devoir sont dans cette situation-là? Parce que ce sont des virtuoses. Parce qu'ils sont les seuls à pouvoir faire ce qu'ils font. Eh bien, moi, je pense que tout ce qui est facile et tout ce qui est banal sera pris en charge par des robots, et il n'y aura plus pour les êtres humains que les difficultés à assumer. Et donc, il faudra bien que nous soyons tous de plus en plus virtuoses, que nous soyons tous en charge de notre propre fonds de commerce, qui est notre virtuosité dans ce que nous faisons. Alors, point suivant, c'est le mot intelligence. Ceux qui me connaissent un peu savent que je mets beaucoup en avant un mot qui est le mot noétique, le mot noétique étant la branche de la philosophie qui s'occupe des problèmes liés à l'intelligence. Donc l'intelligence humaine, elle est au cœur de notre nouveau paradigme. C'est un paradigme qui sera une économie de l'intelligence ou des intelligences. Et je vais peut-être vous en choquer quelques-uns ici. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un mot qui m'énerve. Quand vous avez des fleurs artificielles, ce n'est pas des fleurs. Hein. Quand vous avez de l'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'intelligence. C'est juste la rencontre entre deux choses. C'est une énorme puissance de calcul d'une part et des méthodes algorithmiques d'autre part qui sont le pur fruit de l'intelligence humaine. Donc je crois qu'il faut se méfier très fort des mots. Donc moi je préfère parler de l'intelligence assistée par ordinateur plutôt que l'intelligence artificielle. Donc quand on parle d'intelligence, de quoi parle-t-on en fait? Il suffit de regarder l'étymologie du mot, c'est un très beau mot. Un inter en latin, entre, et legere ou ligare, ça dépend, il y a deux étymologies possibles. C'est lire entre, donc interpréter, ou bien c'est lier entre, donc relier des concepts, relier des idées, voilà. L'intelligence, c'est la capacité de reliance. Et quand je dis toutes les intelligences, j'insiste beaucoup là-dessus. Trop souvent, quand on parle d'intelligence, on ne parle que de l'intelligence conceptuelle, mesurée par le QI, vous voyez, l'intelligence logique. Mais l'intelligence humaine va bien plus loin. Elle a plein d'autres dimensions absolument fabuleuses. Il y a l'intelligence intuitionnelle, il y a l'intelligence communicationnelle, il y a l'intelligence émotionnelle, et il y a, revenons aux compagnons du devoir, ce qu'ils appellent si joliment l'intelligence des nains. Donc toutes ces formes d'intelligence sont des champs ouverts à la virtuosité humaine. Surtout n'hésitez pas, allez-y, développez toutes les formes d'intelligence possibles et imaginables de manière à maîtriser une virtuosité remarquable. Et alors bien sûr, c'est presque défoncer une porte ouverte que d'en parler. L'activité économique de plus en plus sera une activité qui se fera en réseau collaboratif. On le sait bien ça, peut-être sait-on moins pourquoi. Nous sommes dans un monde de plus en plus complexe. Qu'est-ce que ça veut dire, complexe? Ça veut dire nous sommes dans un monde où la pression de sollicitation extérieure augmente exponentiellement. Il y a de plus en plus d'acteurs et de plus en plus d'interactions entre ces acteurs. C'est ça la complexité du monde. Et quand on a de plus en plus d'acteurs multipliés par de plus en plus de relations par acteur, on a un monde de plus en plus complexe et on nous dit à bon droit, il faut donc que nos entreprises deviennent beaucoup plus réactives, souples, agiles, innovantes, etc., etc. On connaît ces mots-là. Le problème est que nos modèles organisationnels encore en cours aujourd'hui ne sont pas du tout aptes à favoriser cette réactivité, cette innovation et cette souplesse. Pourquoi? Parce qu'ils sont hiérarchiques et pyramidaux, c'est-à-dire relationnellement les plus pauvres. Une petite excursion peut-être du côté des mathématiques, juste pour vous dire qu'en mathématiques, un modèle pyramidal hiérarchique, ça s'appelle une arborescence linéaire. Et que l'arborescence linéaire est la réponse mathématique au problème suivant.
Comment faire pour relier entre eux tous les éléments d'un ensemble avec le nombre minimum de relations entre eux? C'est donc le modèle organisationnel le plus pauvre. Dans un monde complexe, il faut monter vers des niveaux d'organisation beaucoup plus complexes pour pouvoir répondre au monde extérieur. Donc, autrement dit, passer du pyramidal hiérarchique vers le réseau collaboratif. Alors, c'est facile à dire comme ça et on en parle depuis des années. Je peux vous assurer, pour avoir regardé ça de très très près, que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et que le passage des entreprises vers le réseau collaboratif est probablement le plus gros défi managérial pour les 10 ou 15 ans qui viennent. C'est colossalement difficile à faire. Voilà, alors, j'en arrive à la conclusion. Il me reste 3 minutes et demie. La question qui m'a été posée, c'est travail ou emploi? C'est le thème de la journée, vous allez en débattre, sous une forme d'ailleurs très, très agressive et très combative, là. Ce que je voudrais vous proposer, c'est de dire ce ne sont pas les bons mots. Ce n'est pas ça qu'il faut dire. Ce n'est pas de ça dont il faut parler. Moi, je vous propose de ne pas faire un travail, de ne pas avoir un emploi, ou pire, de ne pas occuper un poste de travail. Moi, ce que je vous propose, du fond du cœur, c'est ceci. Exercer un métier avec virtuosité. Moi, le mot-clé, c'est pas travail, c'est pas emploi, c'est métier. C'est avoir en soi un métier qui se développe vers les plus hauts niveaux de virtuosité. Et moi, je pense que c'est là un mot-clé des 50 ans qui viennent, c'est d'avoir le culte du métier. On n'a pas un emploi, on n'a pas un poste de travail, on a un métier. Et ce métier, c'est ce qu'on a en soi. C'est le plus beau bagage qu'on puisse avoir. Et c'est que, dans un vieux texte juif, il y a un conseil au père. On dit, dis à ton fils une chose, c'est qu'il faut qu'il apprenne un métier et qu'il le garde. Eh bien, moi, je crois qu'on cultiver un métier, c'est de se donner la possibilité de faire plein d'emplois et de faire plein de travail. Ce qui veut dire que chacun devient son propre fonds de commerce. Et celui-ci, ce fonds de commerce, a d'autant plus de valeur que le métier est difficile et que la virtuosité est grande. C'est ce que je vous conseille. Sachez où est votre métier et dès que vous l'avez bien cerné, bien ciblé, allez-y, devenez des grands virtuoses de votre métier. Parce que nous avons du boulot. Et voilà, je termine là-dessus. Sorry for the inconvenience. We're trying to change the world. Désolé pour le dérangement, on est en train de changer le monde. C'est ce que vous faites. Et votre virtuosité dans vos métiers va vous permettre de changer le monde dans le bon sens. Et en tout cas, moi, je vous remercie d'essayer de le faire. Merci.